Anita, souvenir d'un contre-guérilla *** Anita, souvenir d'un contre-guérilla par H. Beaugrand. Anita, souvenir d'un contre-guérilla. IN se battait ferme et Druche Dupin. Surtout lorsqu'on avait l'honneur d'appartenir à la 2e compagnie montée de la contre-guérilla, compagnie commandée, s'il vous plaît, par un petit-fils du maréchal Ney. Fameux régiment que celui-là, je vous en donne ma parole, lecteur. Chez Dupin, comme nous disions alors, on buvait sec, on faisait ripaille et on se battait en enragé, ce qui faisait que même les Chinacos nous avaient appliqué le gentil sobriquet de Diablos Colorados, ce qui voulait dire diable rouge. Moins s'il vous plaît, moins il avait ma foi raison de ne pas nous adorer, car nous leur rendions bien pareil compliment, et avec intérêt encore. C'était au 1er jour de février 1866, si je me rappelle bien. Nous étions de passage à Monterey venant de Matamoros et en route pour rejoindre la division d'Oie qui était campée sous les murs de San Luis de Potosí. Notre escadron faisait escorte à un convoi de vivres. Comme les muletiers mexicains ne sont jamais pressés et que le train n'avançait pas vite, j'avais demandé et obtenu la permission de mon capitaine, de pouvoir devancer le détachement d'un jour, et j'étais donc à Monterey 24 heures avant mes camarades. Puisque j'ai tant fait que de vous dire que je tenais à passer un jour à Monterey, autant vaut finir ma confidence, et vous avouer que les yeux noirs d'une seigneurite étaient pour beaucoup dans cette décision prise à la hâte. J'étais alors maréchal de logis, chef de mon escadron, et je n'aurais voulu pour rien au monde manquer l'occasion de donner un coup de sabre qui aurait pu me valoir la contre-épaulette de sous-lieutenant, alors l'objet de tous mes rêves. J'arrivai donc au galop, en vue de la Silla, et un quart d'heure plus tard, j'apprenais que l'objet de ma course au clocher était depuis quelques jours à Salinas en visite chez une de ses parentes. Jugez de mon désespoir. Que faire? Je tenais à voir mon Anita, et Salinas était à une distance de 10 bonnes lieues de Monterey. Je n'avais que 24 heures d'avance sur la colonne, et il m'était tout à fait impossible de penser à faire 30 lieues en un jour sur mon cheval qui était déjà fatigué, et de pouvoir reprendre ensuite la route avec mes compagnons d'armes. J'étais furieux de ce contretemps, quand je me rappelai fort à propos que j'avais une cinquantaine de dollars dans mes goussets. À Monterey, un bon Mustang s'achète et se vend pour 2 onces d'or. Je trouvai tout de suite un maquignon qui me fournit une monture respectable pour 25 dollars et après avoir confié mon fidèle Pedro mon cheval aux soins du garçon d'écurie de l'hôtel San Fernando, je me préparai à prendre la route de Salinas. On me fit bien remarquer que les Chinacos avaient été vus dans les environs depuis quelques jours, mais quand on est militaire et amoureux, on se moque de tout, moins même des choses les plus sérieuses. J'étais donc décidé à tout braver, fatigues et juaristes, pour avoir l'ineffable plaisir de contempler pendant quelques instants les yeux noirs de Manovia. Je plaçai de nouvelles capsules sur mes revolvers américains et je pris une double ronde de cartouches pour ma carabine Spencer. Quelques instants plus tard, je galopais sur la route poudreuse qui longe la base des montagnes élevées qui entourent Monterey. Mon cheval faisait merveille et j'étais enthousiasmé de la surprise que j'allais causer à mon Anita qui me croyait encore à Victoria, à guerroyer contre ce brigand de Canales. Je répondais d'un air souriant aux buenos dias hypocrites des rancheros que je rencontrais sur la route. Il était notoire que ces coquins nous disaient bonjour du bout des lèvres, tandis que dans leur cœur, ils nous vouaient à tous les diables. Mais j'étais de bonne humeur et j'oubliais pour le moment que j'étais en pays ennemi. Je fis ainsi, sans y penser, 5 ou 6 lieues. Le cœur me battait d'aise, à la pensée de l'heureuse inspiration que j'avais eue de me procurer une nouvelle monture qui me permettrait de passer 7 ou 8 heures auprès de l'objet de mes affections, ce qui est une dose de bonheur énorme pour un militaire en campagne. Croyez-m'en sur parole, heureux lecteur qui n'êtes jamais sorti de la paisible catégorie des Pékins.
Je galopais donc content de moi-même et ne pensant nullement au danger, quand j'arrivai au gué d'une petite rivière qu'il me fallait traverser pour continuer ma route. Je lâchai la bride à mon cheval pour lui permettre de s'abreuver à l'eau claire qui roulait sur un lit de cailloux. Je me préparais à fumer une cigarette, quand le bruit des pas de plusieurs chevaux me fit tourner la tête. Je vis 5 ou 6 cavaliers qui se dirigeaient vers moi, mais qui, évidemment, jusque-là, ne m'avaient pas encore aperçu. Leur tenue demi-militaire me fut un devoir de m'assurer à qui j'avais affaire, avant de les laisser s'avancer plus près, et je les interpellai de la phrase habituelle, « Quien vive ?» Moins amigo, répondirent en chœur mes interlocuteurs qui s'avançaient toujours, et qui me lancèrent en passant des bonjours équivoques. Je les laissai s'avancer et traverser la rivière, mais je résolus de ne pas les perdre de vue, pour éviter toute espèce de malentendu de la part de ces messieurs que je soupçonnais fortement d'appartenir à quelque bande du voisinage. Je les suivis donc à distance, bien décidé à ne pas leur donner la chance de se cacher dans les broussailles et de me lancer une balle à la manière proverbiale des brigands à qui nous faisions la guerre. Je crus m'apercevoir que l'un d'entre eux tournait de temps en temps la tête, comme pour s'assurer que je les suivais toujours, mais j'en arrivai bientôt à ne plus y porter attention et à croire, qu'après tout, ces pauvres diables pouvaient bien n'être pas autres que de paisibles fermiers du voisinage qui revenaient de Manterre. Je me relâchai donc de ma surveillance et je retombai peu à peu, dans la série d'idées couleur de rose que m'avait inspiré l'espoir de me trouver bientôt auprès de mon Anita. Vous souriez probablement, lecteur, de mon infatuation amoureuse quand je vous nomme ma passion, mais avant de vous raconter les aventures que me valurent un attachement digne d'un meilleur sort, laissez-moi vous dire qu'elle en valait la peine, ma Mexicaine. Voilà bientôt 11 ans que je l'ai oubliée et parole d'ex-contre-guérilla, quand j'y pense par hasard, je me surprends à regretter la plaza de Manterre et les charmantes promenades que nous y faisions Anita et moi en écoutant la musique du 95e. Je faisais retentir mes éperons et sonner mon grand sabre de cavalier sur le pavé, et elle souriait sous sa mantille moins la coquine aux officiers d'état-major que me jalousait ma bonne fortune. 3. Mais revenons à la grande route de Salinas et aux cavaliers inconnus qui galopaient devant moi. J'avais donc fait taire mes soupçons et j'avais même oublié toute idée de danger, quand j'arrivai, toujours su galop, à un endroit où la route faisait un brusque détour. Mes Mexicains de tout accent graveleur m'attendaient là le revolver au poing, et je fus accueilli par un brusque « Alto Harry », moins halte là. Mon cheval se cabra, et ma main droite fouillait encore les fontes de ma selle quand j'entendis derrière moi, le sifflement bien connu du lasso. Je sentis la corde se resserrer autour de mes épaules et un instant plus tard je roulais dans la poussière. Un brigand de Chinaco m'avait ficelé par derrière pendant que ses dignes compagnons me mettaient en joue par devant. Jolie position, pour un sous-officier qui avait l'honneur de servir sous du pain. Je me sentais attrapé comme le corbeau de la fable. J'avais honte de moi-même. En vrais Mexicains qui font leur métier avec un œil aux affaires, mes braves adversaires commencèrent par me dépouiller de tout ce que je possédais qui pouvait avoir pour un sou de valeur et me donnèrent, par-ci, par-là, quelques coups de pied pour me faire sentir que j'étais à leur merci. Les épithètes les plus injurieuses ne me manquèrent pas non plus, pendant que l'on me liait solidement les bras de manière à me mettre dans l'impossibilité de faire un seul mouvement pour me défendre. Je souffris tout en silence, me réservant mentalement le droit de me venger au centuple si jamais l'occasion s'en présentait. On me plaça sur mon cheval et après m'avoir attaché les jambes à la sangle afin qu'il ne me prît aucune envie d'essayer à m'échapper, nous laissâmes la grande route pour nous enfoncer dans les broussailles. Après avoir voyagé pendant quelques heures nous arrivâmes à une mauvaise hutte abandonnée, située sur les bords d'un ruisseau qui descendait des montagnes environnantes pour se jeter probablement dans le rio Salinas.
Nous y passâmes la nuit et on me fit l'honneur de placer une sentinelle pour veiller sur moi, précaution bien inutile en vue des liens dont j'étais littéralement couvert des pieds à la tête. Avec une libéralité que je n'attendais pas d'eux, mes gardiens me donnèrent ma part d'un souper excellent qu'ils préparèrent avec soin et ils m'offrirent même un bon verre de mescal que j'acceptai volontiers. Aux questions que j'adressai sur ce que l'on prétendait faire de moi, on répondit invariablement que je saurais le lendemain soir à quoi m'en tenir à ce sujet. J'attendais avec une impatience que vous comprenez, lecteur, l'heure qui m'apprendrait le sort qui m'était destiné. Je dormis tant bien que mal et nous reprîmes de bonne heure un sentier qui conduisait à la grande route. J'étais toujours ficelé jusqu'aux oreilles, et je faisais piteuse mine entre les deux grands gaillards qui étaient chargés de ma garde. Vers midi, nous avions atteint l'Ampassa, et ce n'est que lorsque j'aperçus un bataillon de Chinako, qui grouillait sur la place publique, que je commençai à comprendre ce qu'on voulait de moi. Je sentis que selon leur habitude, et même les juaristes allaient d'abord essayer de me faire causer, en m'offrant probablement un grade quelconque comme prix des informations que je pourrais leur donner, et que si je m'y refusais absolument, on pourrait bien me passer l'arme à gauche. Cette manière d'agir avec leurs prisonniers était proverbiale chez les Mexicains, et je m'y attendais avec un calme assez mal emprunté à mon dessein bien arrêté de paraître indifférent au danger de ma position. 4. Je réfléchissais encore aux vicissitudes de la vie de soldat, quand une ordonnance vint m'annoncer que l'on m'attendait chez le général Trevino dont la brigade se trouvait de passage à l'Ampassa. Je connaissais Trevino de réputation, comme l'un des rares gentilshommes qui ait accepté du service sous Juárez, et je remerciai mentalement mon étoile de cette sorte de bonne fortune dans mon malheur. Après avoir coupé mes liens pour me permettre de marcher, on me conduisit dans une grande salle, au rez-de-chaussée du palais municipal, où l'on me fit attendre le bon plaisir de son Excellence, le général commandant supérieur. Si l'exactitude et la politesse des rois, il nous a toujours paru évident que les rois de Mexique devaient être d'une impolitesse criante, s'il nous est permis d'en juger par la conduite des fonctionnaires de la République actuelle. On me fit attendre 2 longues heures sans boire ni manger, ce qui me parut d'un mauvais augure pour la bonne humeur du général. Quand la vie d'un homme est en jeu, il devient superstitieux en diable, et les événements les moins importants sont à ses yeux des pronostics sérieux. On me transmit enfin l'ordre d'entrer et je me trouvai, en quelques instants, en présence de celui qui allait décider, si, selon la coutume, je devais aller avant longtemps me balancer au bout d'un lasso, suspendu aux branches de l'arbre le plus voisin. J'entrai d'un pas ferme et en prenant un air assuré qui s'accordait assez mal avec les idées noires qui se croisaient dans mon cerveau. Plusieurs officiers étaient assis autour d'une table couverte de cartes et de dépêches. Le général, en petite tenue, arpentait la salle de long en large et semblait absorbé dans ses pensées. Au bruit que firent mes gardes en entrant, il leva la tête et il me fit de la main, signe d'avancer près de lui. Moi mes hommes m'apprennent, dit-il, qu'ils vous ont arrêté sur la route de Monterrey à Salinas, et il me paraît pour le moins curieux, que vous ayez eu l'audace de vous aventurer sur un territoire complètement au pouvoir de nos troupes depuis plusieurs mois. Ceux qui nous ont fait prisonniers vous accusent d'espionnage, et m'est avis qu'ils ont raison. Qu'avez-vous à dire pour vous défendre? Moi, rang général. Il est permis à vos gens de m'accuser d'espionnage quand vous savez que je ne puis apporter aucune preuve pour me défendre. Je connais les lois de la guerre pour les avoir plusieurs fois exécutées moi-même sur l'ordre de mes supérieurs. Je ne suis pas un espion, mais il m'est probablement impossible de vous le prouver. Les raisons qui m'ont porté à entreprendre le voyage de Salinas sont d'une nature tout à fait pacifique, je vous en donne ma parole de soldat. Le général fixa sur moi un œil scrutateur, mais je supportai son regard avec une assurance qui me parut produire un bon effet. Moi et ces raisons, quelles sont-elles?
Je baissai la tête en souriant et je racontai au général étonné mon amour pour Anita et ma résolution de lui dire bonjour en passant à Monterey. Je lui fis part de ma résolution de me rendre à Salinas, malgré les avis que j'avais reçus de la présence des juaristes en cet endroit et de mon arrestation subséquente par ces hommes. Il continua sa promenade pendant quelques minutes, en paraissant réfléchir probablement à la plausibilité de mon histoire. Se tournant vers moi tout à coup, vous me paraissez un bon diable et je crois que vous dites la vérité. Mais si nous n'étiez un des hommes de Dupin, j'ajouterais à peine foi à vos paroles. Votre régiment se bat comme une brigade et les bons soldats sont amoureux en diable, les Français surtout. Que diriez-vous si je vous offrais les épaulettes de capitaine dans un de mes régiments de lanceraux? Moi je dirais, général, que vous voulez probablement vous moquer de moi, ce qui serait à peine généreux de votre part. Moins rien de plus sérieux. Dites un mot et vos armes vous seront rendues avec votre liberté. De plus, comme je vous l'ai déjà dit, une compagnie de braves soldats de la République mexicaine sera placée sous vos ordres. Moi général Trevino, répondis-je en me redressant et en le regardant en face, si quelque malheureux, oubliant son devoir et son honneur de soldat loyal, a pu sans mourir de honte prêter son épée à une aussi basse transaction, apprenez que je ne suis pas un de ces hommes-là. Plutôt 1000 fois mourir simple soldat, fidèle à mon devoir d'honnête homme, que de vivre avec un grade que j'aurais acheté au prix d'une trahison déshonorante. Moins est-ce là votre dernier mot? Moins oui, général. Moins et vous avez bien réfléchi. Moins j'ai bien réfléchi. Le général parut absorbé dans ses pensées pendant quelques instants, puis se tournant vers l'un de ses aides de camp, capitaine Curry-Laws, vous verrez à ce que le prisonnier soit conduit sous bonne escorte au camp de Santa Rosa, pour y être interné jusqu'à nouvel ordre, et faisant signe de la main au garde qui m'avait introduit, je fus reconduit au corps de garde en attendant mon départ qui ne devait pas longtemps tarder. Pour le moment j'avais la vie sauve, mais s'il me fallait croire les récits de ceux de nos soldats qui avaient eu l'expérience de quelques mois de captivité chez les Mexicains, je n'avais guère à m'en féliciter. Les Mexicains, à de rares exceptions près, traitaient leurs prisonniers un peu à la manière des Indiens des plaines de l'Ouest. Chez eux, c'était l'esclavage, accompagné de tous les mauvais traitements que suggérait à ces soldats demi-brigands leur nature sauvage et vindicative. Il me restait cependant une dernière chance, l'évasion. Coûte que coûte, j'étais bien décidé à tout risquer pour regagner ma liberté. Aussi, commençai-je à l'instant même, à former des plans plus ou moins praticables pour m'échapper des mains des Chinacos. Le lendemain, de grand matin, flanqué de 2 cavaliers et ficelé de nouveau des pieds à la tête, je prenais la route de Santa Rosa. Comme nous étions en pays ami pour les juaristes, mes grades me laissèrent une certaine latitude, n'eussent été les liens qui me gênaient terriblement, je n'aurais pas eu trop à me plaindre de ces messieurs. 36 heures de route devaient nous conduire au camp, et en attendant, je me creusais la tête pour trouver le moyen de tromper mes Mexicains. Si j'avais eu de l'or, j'aurais pu les acheter corps et âme, car il est proverbial que les descendants de Cortés comme leurs ancêtres ne savent pas résister aux épées d'une somme un peu respectable, mais je n'avais pas un sou. On m'avait tout enlevé. Nous campâmes, le premier soir, aux environs de Monclova et je passai la nuit à méditer des plans d'évasion, tous, les uns plus impossibles que les autres. Nous nous mîmes en route de bonne heure, dans l'espérance pour mes grades, bien entendu de pouvoir atteindre le soir même, le but de leur voyage. Je commençais à croire, qu'après tout, il me faudrait attendre une occasion plus favorable et je me résignai à subir mon sort tant bien que mal. Vers 3 heures de l'après-midi, nous nous arrêtâmes à la hacienda de Los Hermanos pour reposer nos chevaux et prendre nous-mêmes un dîner dont nous avions grand besoin.
Là, j'appris d'un peon domestique que les Français avaient été vus la veille sur la route de Paso del Aguila et un rayon d'espérance vint relever mon esprit abattu. Mes gardes se hâtèrent de prendre un mauvais repas composé de tortilles et de frirolis dont ils m'offrirent une part assez libérale que j'acceptai avec plaisir. Ils avaient appris, comme moi, que les Français rôdaillaient dans les environs et ils tenaient probablement à atteindre Santa Rosa, le soir même, afin de se trouver à l'abri des attaques des éclaireurs impériaux qui battaient la campagne. Ils ignoraient que je fusse au courant de la cause de ce départ précipité, mais comme je l'ai dit plus haut, j'en avais été informé aussitôt qu'eux. J'espérais donc ardemment ce qu'ils paraissaient redouter, moins la rencontre de quelques détachements de troupes françaises qui auraient bien pu intervertir les rôles et les faire prisonniers tout en me rendant la liberté. 6. Nous nous mîmes en route en grande hâte et je crus m'apercevoir, cette fois, que j'étais devenu l'objet d'une surveillance beaucoup plus sévère. On avait resserré mes liens avec une sollicitude qui ne me présageait rien de bon, et il était à craindre qu'en cas d'une attaque soudaine je fusse le premier à recevoir les balsamis des Français. Nous galopions depuis 1 heure et nous n'avions encore rien aperçu qui pût donner raison aux craintes de mon escorte. Malgré tout, j'espérais toujours et mon attente ne fut pas de longue durée. Un bruit lointain de voix animées parvint à mes oreilles et mes gardes firent une halte spontanée. Ils se consultèrent à voix basse et l'un d'eux se tournant vers moi, « Je vous avertis, dit-il, qu'au premier mouvement suspect de votre part je vous brûle la cervelle. » Mouvement suspect. J'aurais bien voulu pouvoir en faire de ces mouvements-là, entortillé comme je l'étais par un lasso en cuir qui me coupait dans les chairs. J'aurais pu crier, mais mes diables de Chinako ne m'en laissèrent pas la chance. On me bâillonna précipitamment, en m'étouffant sur les plis d'un mauvais foulard qu'on avait oublié de me confisquer, lors de ma capture sur la route de Salinas. Je m'aperçus que mes 2 juaristes auraient voulu se voir à 100 pieds sous terre, quoiqu'ils ne fussent pas encore certains de la nature des bruits qui nous arrivaient de plus en plus distincts. Pour moi, je n'avais qu'à faire le mort et me résigner, impatiemment si vous le voulez, mais c'est à peu près tout ce que je pouvais faire dans des circonstances aussi peu rassurantes. En attendant, mes Mexicains demeuraient indécis et ne savaient évidemment quel parti prendre. Ils ne furent pas longtemps dans l'attente. Un éclat de rire prolongé, accompagné d'un juron formidable venait de nous apprendre à qui nous avions affaire. Les Français s'approchaient en nombre. Un brusque détour de la route, seul les empêchait de nous apercevoir. Mes Mexicains ne furent pas lents à tourner bride et enfonçant leurs éperons dans les flancs de leur monture, en même temps qu'il excitait mon cheval de quelques coups de plat de sabre, nous nous élançâmes à fond de train moins bien malgré moi sur la route que nous venions de parcourir. Attaché comme je l'étais, sur mon cheval qui bondissait en essayant de me désarçonner en ne sentant pas la main d'un cavalier pour le conduire, je fus pris d'un vertige que me fit bientôt perdre connaissance. J'entendis vaguement quelques coups de feu, j'entrevis comme dans un rêve l'uniforme bleu ciel des chasseurs d'Afrique qui se pressaient autour de moi et ce fut tout. Quand je revins à moi, j'étais couché au pied d'un arbre et un tringlot me présentait une potion que je bus avec avidité. Après avoir apaisé la soif ardente que me dévorait, mon premier soin fut de me tâter pour voir si j'étais bien tout là. Rien n'y manquait, j'en étais quitte pour une légère blessure à la main droite. J'avais la jointure de l'annulaire emportée par une balle française, sans soute, durant la course échevelée que m'avaient fait prendre mes amis les Chinako. Je regardai autour de moi et je vis, non sans quelque satisfaction, que mes gardiens du matin étaient mes prisonniers du soir. Mes 2 juaristes étaient solidement liés aux roues d'une voiture du train qui accompagnait l'escadron de chasseurs d'Afrique à qui je devais la liberté. J'en étais là de mes réflexions quand un brigadier s'avança vers moi en me demandant de mes nouvelles.
Je reconnus en lui un camarade de garnison de Tampico, et il me raconta en quelques mots que son détachement était en route de Carmago à Piedras Negras, d'où il devait aller rejoindre l'expédition qui se préparait à envahir les États de Durango et de Chihuahua. Je remerciai ma bonne étoile d'être tombée en aussi bonnes mains. 8 jours plus tard, le bras droit en écharpe, et ne me sentant nullement l'envie d'aller voir Anita, en passant par Monterrey, je prenais la route de Matamoros par la diligence de Laredo. Je trouvai là, la première compagnie d'infanterie de la contre-guérilla, qui avait rehaussé d'importance, quelques jours auparavant, un bataillon de la brigade de Cortines. Je me présentai au capitaine commandant que je connaissais déjà, et qui me félicita de la bonne tournure qu'avait prise mon escapade d'amoureux. Je rejoignis mon escadron qui partait pour les côtes pacifiques et je ne revis jamais Anita, qui, probablement elle aussi, a oublié depuis longtemps nos promenades sur la plaza de Monterrey. 8 C'était en 1869. Ma carrière militaire avait été brusquement terminée par l'exécution du 10 juin 1867. Après avoir visité la France avec la plupart de mes compagnons d'armes et être demeuré quelques mois à la Nouvelle-Orléans, j'avais repris le chemin du Mexique. J'étais employé comme comptable interprète, au chemin de fer, Veracruz et Mexico. Cette ligne commencée depuis nombre d'années était enfin terminée sur toute sa longueur de Veracruz à la capitale, et pour célébrer cet événement, il y avait grand banquet au palais municipal de Puebla. Le président de la République mexicaine y assistait accompagné d'un nombreux état-major. Les gouverneurs des différents États avaient aussi répondu à l'invitation des capitalistes anglais qui avaient conduit à bonne fin, malgré les difficultés sans nombre qu'avait engendré la guerre civile, l'entreprise de relier Mexico au littoral du Golfe par une voie ferrée. J'assistais à la fête comme employé, et la vue de tous ces généraux de l'armée Juárez me rappelait de bien tristes souvenirs. Par hasard, pendant le grand bal de gala qui eut lieu pour clore les réjouissances du jour, je me trouvai placé auprès du gouverneur de l'État de Nuevo León, le général Jerónimo Trevino. Je me rappelais la figure de celui-là, c'était mon homme de l'Ampassa qui avait jugé à propos de m'expédier à Santa Rosa où je n'arrivais jamais, au lieu de me faire danser au bout de la branche d'un arbre, comme c'en était l'habitude, en ces temps-là. Je lui devais de la reconnaissance et j'entamai la conversation. Après les compliments d'usage en pareille occasion, je lui demandai s'il se rappelait, par hasard, les circonstances de notre première entrevue à l'Ampassa, en 1866. Il se remettait ma figure et me demanda de vouloir bien lui rafraîchir la mémoire par un récit circonstancié des événements qui avaient marqué notre première rencontre. Je lui redis mon histoire et il me félicita d'avoir pu, en des temps aussi difficiles, m'en être retiré avec la vie sauve. Nous causâmes longuement et il m'avoua que j'avais eu une chance toute particulière de ne pas l'avoir rencontré 15 jours plus tard. Je lui en demandai la raison. Moi, ma brigade quitta l'Ampassa, le lendemain de votre départ pour Santa Rosa, me répondit-il. Nous nous rendions à Durango dans le dessein d'attaquer le colonel Janin Gros qui s'y trouvait en garnison avec un bataillon de la Légion étrangère. Nous attaquâmes avec des forces supérieures, 5 contre 1 et force fut au brave colonel d'évacuer la ville et de se retirer devant nos troupes. Nous avions raison de croire que nous resterions en possession du pays, au moins pour quelques jours, comme les troupes françaises se trouvaient alors en grande partie occupées à Guadalajara. Nous avions compté sans Dupin qui rôdait dans ces parages. 2 jours après notre entrée, Janin Gros que nous croyions en pleine déroute revint à la charge et nous attaqua assez vivement pour me décider à détacher 2 régiments de ma brigade, pour le combattre en rase campagne. Ce diable de Dupin s'était concerté avec lui, et nos soldats avaient à peine franchi les fortifications et engagé le feu contre la Légion étrangère,
que 2 escadrons de cavaliers et une batterie de campagne des contre-guérillas, cachés dans le chaparral, se ruèrent sur notre arrière-garde. Je commandais en personne, mais mes hommes crurent, aux cris poussés par les Diablos Colorados, que nous avions affaire à des forces supérieures. Une panique s'ensuivit et nous rentrâmes pêle-mêle dans Durango après avoir perdu 500 hommes tués, blessés et faits prisonniers. Le soir même, à la faveur de l'obscurité, nous fûmes forcés à notre tour, de nous retirer devant les forces combinées de Jeannin Gros et de Dupin. Jugez de mon humeur. C'est ce qui me fait vous dire que si j'avais eu alors, entre mes mains, un homme appartenant à la contre-guérilla, je lui aurais, tout probablement, fait passer un mauvais quart d'heure. Moi en effet, répondis-je, je tiens du colonel Dupin lui-même les détails de cette affaire. Mais que voulez-vous, général, malgré tous nos succès d'alors, les circonstances nous ont forcés d'abandonner l'espoir d'établir un empire sur le sol du Mexique. Espérons ensemble, que l'avenir réserve à votre pays natal une ère de paix et de prospérité. Le général me serra la main et me remercia de mes bons souhaits pour la République mexicaine. La foule nous sépara bientôt et je ne l'ai jamais revu depuis, quoique j'ai appris qu'il s'était rallié au gouvernement de Porfirio Diaz, après avoir eu lui-même des velléités de candidature au fauteuil de président de la République. Astérisque end of the project Gutenberg e-book Anita, souvenir d'un contre-guérilla updated editions will replace the previous one, the all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial. Mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. A by reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession.
If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that, you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of Project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payment should be clearly marked as you send to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that /et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license. You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol marque commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark. Contact the Foundation as set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol marque commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computer including obsolete, old, middle-aged and new computer. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541. Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84 116, 801, 596 à 1887.
Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale electronic works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale e-books are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commerciale, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks. Anita souvenir d'un contre-guérilla H. Beaugrand Anita souvenir d'un contre-guérilla I234V678 The Full Project Gutenberg licence